Bonjour à tous, bienvenue du coup sur ce webinaire dédié à l'accessibilité numérique. Ce webinaire, il entre dans le cadre du programme Digital is Future, qui est porté par Digital 113, l'association des entreprises du numérique en Occitanie. Et nous avons donc lancé une saison dédiée au secteur public, donc dédiée à la transformation numérique du secteur public, avec tout un parcours d'événements qui a démarré début février et qui s'achève aujourd'hui avec le dernier format. Donc, vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les autres formats sur notre plateforme Digital is Future. Ce programme d'événements, il a été sponsorisé notamment par nos partenaires donc CGI et DATER qui ont soutenu toute cette saison qui a duré de février à début juin. Et nous co-construisons évidemment tout le contenu de ces événements avec nos différents partenaires du secteur public, donc la région, Toulouse Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole, le SICOVAL, ADOC, le département de Haute-Garonne, Softeam, Aérologement, avec qui on a co-construit tout l'ensemble de nos événements. Donc, il y a le format webinaire Filière Explorer, le Starting Lab, le Cap Numérique, la conf sur l'intelligence artificielle dans le secteur public qui a eu lieu la semaine dernière, et donc vous pouvez retrouver le replay très prochainement. Mais le sujet d'aujourd'hui, donc c'est évidemment l'accessibilité numérique avec différents témoignages. Donc, je vais laisser Fabrice dire un mot d'ouverture, parce que ce webinaire est aussi en partenariat avec une des factories de Digital 113, la factory des éditeurs de logiciels. Eh bien, merci beaucoup, Angélique. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai le plaisir d'animer cette factory des éditeurs logiciels. Et lorsque le comité de pilotage du programme Digital is Future nous a sollicité pour faire un webinaire sur le thème de l'accessibilité numérique, eh bien, on a répondu favorablement parce que c'est justement un sujet qu'on avait prévu d'adresser, sujet qui est vraiment très, très intéressant. Et je suis ravi du succès de ce webinaire. Ce webinaire qui va donc être un format court, donc je vais faire très vite, en 3 temps. Voilà, on a prévu d'abord d'avoir une vision de type état de l'art avec un expert du sujet, donc en l'occurrence l'entreprise Access 42, et c'est Audrey Magnier qui va intervenir. Nous aurons ensuite le témoignage d'un éditeur, en l'occurrence ES2I, avec mon collègue Frédéric Rieux, qui va évoquer comment l'application Orion a été adaptée pour offrir le meilleur niveau d'accessibilité possible. Et après, nous aurons le témoignage d'une collectivité, donc en l'occurrence le SICOVAL, avec Juliette No, qui nous expliquera toute la démarche qui a été faite pour atteindre un niveau de compatibilité assez exceptionnel. Voilà, donc en termes d'interactivité, ce que l'on vous propose, donc les 3 temps vont être à peu près de 20 minutes. On vous propose, pendant les interventions, si vous avez vraiment des questions pendant, d'utiliser le chat, hein, le petit onglet discussion. Et sinon, de ne pas hésiter à poser. Il y aura à chaque fois un petit temps de questions-réponses à la fin de chaque intervention. Mais on gardera l'œil sur le timing parce que ça va forcément passer très, très vite. Donc, du coup, je passe la parole à Audrey et puis je vous souhaite un excellent webinaire. Je retrouve mes flèches. Pardon. Oui, bonjour. Donc, Audrey Magnès, je présente la société Access 42. On est une société spécialisée du coup en accessibilité numérique. Pardon, voilà, c'est bon. Donc, moi, je vais vous présenter le contexte légal et le contexte technique de l'accessibilité numérique. On va parler notamment RG2A. Avant, je pense qu'il est important, quand on parle de ce sujet-là, de repositionner quand même le sujet qui, en apparence, est un sujet purement technique sur ce que c'est-à-dire qu'au départ, c'est quand même un sujet hautement politique, puisqu'il s'agit en fait de faire respecter le droit des personnes handicapées à participer à la vie et à la citoyenneté, comme tout un chacun. Et on rappelle très souvent en fait la Convention relative des droits des personnes handicapées de l'ONU pour bien rappeler ce droit fondamental. Dans cette convention, on va retrouver une définition qui nous dit que l'accessibilité, c'est assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société.
sur la base de l'égalité avec les autres. Voilà. Ce qui est très intéressant dans cette définition, c'est la notion de diverses barrières qui nous parle en fait de l'environnement dans lequel évolue la personne handicapée. Et c'est de là dont on va parler de la situation de handicap que vous connaissez. On parle de situation de handicap lorsqu'une personne handicapée est empêchée de faire quelque chose en raison d'une adaptation de l'environnement à ses capacités. Dès lors, c'est l'environnement qui est problématique et pas la déficience de la personne elle-même. Et donc, à partir de là, on sait que c'est sur l'environnement qu'il va falloir agir et pas évidemment sur la personne handicapée. J'ai des difficultés avec... Non, c'est bon. Quand on parle d'accessibilité et même d'accessibilité numérique, on va traiter vraiment de tous les handicaps. Handicap visuel avec les personnes aveugles, déficientes visuelles, personnes malvoyantes, handicap moteur, personnes tétraplégiques ou des personnes même avec des tremblements, handicap auditif, personnes sourdes ou malentendantes, et puis on va traiter aussi du handicap mental, cognitif, mais aussi troubles psychiques, comme par exemple, on va retrouver la dyslexie dans le handicap cognitif. Parler de handicap et d'accessibilité numérique, c'est considérer qu'il y a différentes façons de naviguer. Et c'est ça qu'on prend en compte quand on rend accessible des interfaces web, c'est considérer qu'il y a différentes façons d'accéder au contenu. On a des utilisateurs qui ne peuvent utiliser que le clavier ou des dispositifs qui vont avoir les mêmes actions que le clavier, on en verra quelques-uns juste après. Des utilisateurs qui ne peuvent naviguer que à la souris, donc sans clavier. Des utilisateurs qui ont besoin de comprendre et d'accéder aux informations qui sont purement visuelles, typiquement les utilisateurs aveugles. À l'inverse, des utilisateurs qui ont besoin d'accéder aux informations sonores, typiquement les utilisateurs sourds ou malentendants. Pouvoir naviguer aussi à son rythme et maîtriser son environnement, ça c'est important. On va retrouver ces problématiques, notamment dans les troubles de l'attention ou les troubles de l'anxiété, par exemple. Pouvoir personnaliser l'affichage, changer les couleurs, la taille des caractères. Ça, c'est indispensable pour les personnes malvoyantes, pour les personnes dyslexiques. Et puis, pouvoir bénéficier d'aides contextuelles lors des opérations complexes. Là, c'est tout ce qui relève de ce qu'on appelle la pertinence aussi dans l'accessibilité numérique. Rapidement, certains utilisateurs et utilisatrices vont utiliser des technologies d'assistance pour naviguer. Donc, je vais passer rapidement. On a typiquement la plage braille, qui est une plage connectée à l'ordinateur qu'un utilisateur aveugle va utiliser pour interagir avec son écran. Et il utilise ça généralement, enfin pas généralement, il utilise ça avec un logiciel qui s'appelle un lecteur d'écran, qui vient en fait retranscrire ce qui se passe à l'écran, soit de manière vocalisée, il va parler, soit relié à une plage braille, et du coup, les petits picots vont se lever de manière dynamique et l'utilisateur va pouvoir accéder au contenu. On a un système qui s'appelle le contacteur au souffle, en fait une pipette qui reçoit soit une aspiration, soit une inspiration, et en fonction de ces aspirations, inspirations, ça va déclencher des événements. Ça, c'est utilisé par certains utilisateurs tétraplégiques. On a ensuite le contrôle par la vue avec l'eye tracking, par exemple. Et je passe pas sur tout. Hop. En France, on a une obligation légale qui date pas d'hier. On a un premier texte qui est la loi de 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées et l'accessibilité numérique qui est principalement définie dans l'article 47. On voit ça en détail après. Et puis plus récemment, on a eu un décret qui est venu spécifier certaines obligations supplémentaires d'accessibilité en 2019. Vous avez des ressources en lien ici. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette obligation? Déjà, il y a un périmètre, il y a des organismes qui sont concernés spécifiquement. Tout le secteur public, administration, collectivité, ministère, tout le monde est concerné. Les organismes et sociétés délégataires d'une mission de service public, comme par exemple les sociétés de gestion de transport en commun. Les organismes d'intérêt général, autres qu'industriels ou commercial, comme un office du tourisme. Et enfin, depuis 2019, des entreprises privées, les entreprises privées dont le chiffre d'affaires excède 250 millions d'euros par an. Qu'est-ce qui est concerné par l'obligation? Qu'est-ce qui doit être rendu accessible? Tout ce qui est web, site internet, intranet, extranet, ça doit être rendu conforme. Les applications mobiles, les logiciels, donc les applications métiers généralement, et puis tout le mobilier urbain, par exemple les bornes interactives.
Quelles sont les obligations qui sont faites du coup à ces entités? La première, c'est évidemment d'être conforme au RG2A. Je vous explique après ce que c'est. Et ensuite, on a des obligations de publication, d'affichage. Il faut publier une déclaration d'accessibilité qui mentionne l'état et le niveau de conformité, hein. On vient dire, ben voilà, on est conforme à tant de pourcents et voilà les erreurs qu'on a sur notre site. Voilà, ça c'est une obligation. Même si le site n'est pas conforme, elle est obligatoire, cette déclaration. Afficher le statut de conformité au moins sur la page d'accueil, donc informer, hein, les utilisateurs. On a un exemple là, hein, c'est marqué accessibilité totalement conforme, parce que là, bah, l'audit a remonté qu'il y avait 100% de conformité, par exemple. Et publier un schéma de mise en accessibilité, un schéma pluriannuel de mise en accessibilité. Alors ça, c'est tout un sujet. Je vous laisserai aller rechercher ça. Les sanctions vont de 2 à 20 000 € par site en cas de manquement aux obligations d'affichage. C'est ce que dit la loi. Donc, ce fameux RG2A, qu'est-ce que c'est? C'est lui qui va nous permettre d'évaluer la conformité des sites web, hein, au regard de cette obligation légale. Est-ce que mon site il est conforme ou pas conforme? Le RG2A, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Ce référentiel, en fait, c'est une transposition opérationnelle d'une norme qui est la norme WCAG 2.1, qui est une norme qui est éditée par le W3C, hein, au niveau international, qui est assez peu opérationnelle en elle-même. Et du coup, le RG2A, en fait, il vient créer un contexte qui facilite l'évaluation. Ça va donc permettre d'évaluer la conformité des sites et des applications web. Et il est découpé comme suit. Donc, on a tout un tas de thématiques, 13 thématiques, hein, qui regroupent les types d'éléments, images, liens, tableaux, etc. Et à l'intérieur de ces thématiques, on va trouver des critères. Chaque critère va être découpé en tests. Et parfois, pour les tests, on va trouver aussi des conditions à respecter. Donc, c'est vraiment voilà, pas à pas. On va trouver des tests de présence. Hein, là, je vous ai mis le premier exemple sur la diapo. Premier test, chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle? Donc là, c'est la présence. Est-ce que l'élément qui permet d'écrire une alternative textuelle est présent? On a des tests de pertinence, pareil. Deuxième critère, là, le 1.3, pour chaque image porteuse d'infos ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente? Donc là, on va juger est-ce qu'on comprend l'information. Et puis, on a aussi des tests fonctionnels, hein, donc un peu à la manière de testeurs fonctionnels, par exemple. Est-ce que l'ordre de tabulation au clavier est cohérent dans la page? Donc, vraiment, on fait du pur test d'utilisation des sites web. Donc, ça, c'est le référentiel. Il y a 106 critères en tout. Audrey, excuse-moi, je me permets de te couper juste pour préciser un point. Si certains sont intéressés par les supports qui sont diffusés, il faudra les demander à Angélique qui les diffusera après l'atelier, sans aucun souci. Oui, il y a des petits liens partout, c'est vrai. Voilà. Pour évaluer la conformité, on fait ce qu'on appelle un audit d'accessibilité, hein. Donc, voilà, on va prendre l'ensemble des critères. En tout, il y en a 106 dans le RG2A. Et puis, on va évaluer ces 106 critères au regard d'un échantillon de page du site web. On n'évalue jamais l'ensemble d'un site web, ce n'est pas possible, hein. L'intérêt de l'audit, c'est remonter les problématiques du site web et corriger du coup les problématiques remontées après sur l'ensemble, hein, du reste du site web, évidemment. Donc, on va faire un audit sur ces 15 pages. Un critère va pouvoir être conforme si les éléments qui concernent le critère sont présents dans la page et sont bien implémentés. Non conforme, à l'inverse, si des éléments sont présents mais pas correctement implémentés et non applicables dans le cas où tout simplement le champ d'application du critère n'existe pas dans la page. À l'issue de cet audit, on a obtenu un taux de conformité, hein, qui nous donne en fait un pourcentage de critères conformes par rapport au nombre de critères applicables. Ça ne dit rien d'autre que ça. Ça nous dit simplement il y a tant de critères conformes sur ce site-là. Mais ça ne dit rien du niveau d'accessibilité du site web, hein. Le seul taux de conformité qui dit quelque chose, c'est le 100%. Okay, en dehors du 100%, le taux ne veut rien dire. Ce taux de conformité, il doit être lu à la lumière d'autres indicateurs qui sont un peu, qui sont un peu techniques, mais les niveaux des critères, puisqu'en fonction du niveau de critère, simple A, double A, ce n'est pas le même impact. Si le critère est bloquant ou pas bloquant, la quantité d'erreurs, par exemple, ou encore le contexte d'apparition des erreurs. Hein, si une erreur bloquante intervient à la fin d'un processus de validation de paiement, par exemple, c'est beaucoup plus problématique que si l'erreur intervient par exemple, uniquement dans un endroit d'une page d'accueil. Enfin, voilà, il y a tout ça à prendre en compte aussi pour donner du sens à ce taux de conformité. Et c'est bon. Pardon, ça
Ça part dans tous les sens. OK. Donc, le RG2A permet d'évaluer les sites web pour évaluer les applications mobiles qui sont délivrées dans des technologies qui sont différentes des sites web, ce n'est pas du HTML. On ne va pas pouvoir se reposer sur le RG2A, on va se reposer sur la norme européenne, c'est un autre outil, qui est la norme EN 301-549, qui est un gros dossier. Et à l'intérieur, on a des outils nous permettant d'évaluer les applications mobiles. Et comme vous le voyez à droite, on a le Grand-Duché de Luxembourg qui, lui, a créé un référentiel d'évaluation de ces applications mobiles. C'est important, vraiment, on n'audite pas les sites web comme on audite les applications mobiles. Ce n'est pas du tout les mêmes tests. Voilà, je passe vite sur la norme. Point très important, et ça, les autres intervenants vont bien insister dessus, j'imagine, c'est qu'il est essentiel d'intégrer l'accessibilité numérique à toutes les étapes d'un projet. Quand on fait de l'accessibilité numérique, il ne faut pas faire intervenir le sujet à la fin, une fois que le site il est publié, et en prod, ça ne marche pas. Ça marche pas. Les experts du métier sont capables d'intervenir dès les cahiers des charges fonctionnels, en l'absence même de maquette. On est en capacité de lever des alertes, de remonter les problèmes, parce que on a de l'expérience, on sait. Et donc, on peut déjà lever des alertes, on peut faire des audits sur des maquettes graphiques. Voilà. On peut intervenir vraiment à différents niveaux. Donc, vraiment, dès le début, il faut intégrer l'accessibilité numérique, sinon ça ne marche pas. Et très souvent, ça coûte 2 à 3 fois plus cher si on le fait à la fin. À chaque évolution du site web, évidemment, dès qu'on met en prod une nouvelle fonctionnalité, il faut l'évaluer. Il ne faut pas la lancer comme ça et puis on verra. C'est essentiel de l'évaluer. La formation, bon, alors là, je pourrais en parler pendant 2 heures, mais alors ça, c'est un sujet absolument central dans le métier. Si les gens ne sont pas formés, ça ne marche pas. Ça marche pas. Voilà, ce ne sera pas pris en compte dans la gestion de projet, ce ne sera pas pris en compte dans les priorisations. Enfin, vraiment, c'est très, très important de former les gens. Quand on veut être dans une démarche sur le long terme, c'est essentiel d'avoir aussi du coup cette réflexion de comment je pérennise tout ça. Parce que je vais faire des audits, je vais faire des formations, je vais corriger. Comment on pérennise pour qu'à terme, on arrive à industrialiser ça chez nous en interne. Donc ça, c'est aussi un sujet central à réfléchir, au-delà de faire juste un audit de site web. Donc ça passe par plein de choses, de la documentation, des chartes éditoriales par exemple, pourquoi pas. Ça passe aussi par la création de composants réutilisables. Là, en exemple, on a le système de design de l'État qui est un exemple assez incroyable du coup d'industrialisation de cette accessibilité numérique, puisqu'ils ont créé tout un système de design mis à disposition des ministères pour leur proposer des composants qui respectent la charte de l'État et qui soient par principe déjà complètement accessibles. Donc ça, c'est vraiment un exemple extraordinaire. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue pour chaque site du ministère, du gouvernement. Tout est là. Tout est là. C'est vraiment un bel exemple. Et puis, dernière chose, à incorporer dans les politiques d'achat, ça, c'est aussi essentiel. Vous êtes aussi responsable, on est responsable des achats qu'on fait au regard de l'accessibilité numérique. Donc, dans les appels d'offres, c'est essentiel de rappeler les obligations légales, et d'ajouter des clauses contraignantes sur ce critère d'accessibilité numérique. C'est vraiment essentiel. Sinon, c'est pareil, ça passe jamais. Et pouvoir évaluer, avoir une méthode pour évaluer ces prestataires et les solutions SaaS auxquelles on voudrait souscrire. Et du coup, je finis sur simplement pour vous dire que ce n'est pas fini. Qu'en juin 2025 rentre en action de nouveaux éléments, notamment la directive européenne relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. Et donc là, le champ d'application de la loi de l'obligation d'accessibilité numérique, il grandit fortement. L'obligation, c'est que les produits et les services doivent être accessibles aux personnes handicapées, et plus particulièrement sur du coup l'accessibilité numérique. Mais tous les sites internet, applications mobiles et interfaces électroniques ou numériques qui sont liés à ces produits et services doivent être rendus accessibles. Donc, c'est énorme. Les produits et services concernés, le livre numérique, le commerce électronique, dans une certaine mesure, a priori, de liste de produits à définir, les services bancaires, crédit investissement, les services de médias ou donnant accès à des médias audiovisuels, les services de transport et services de téléphonie. On a une première date qui est le 28 juin 2025 où ça rentre en action. À partir de là, tous les produits et services publiés à partir de ce moment-là doivent être accessibles et il y a des délais de mise en conformité jusqu'en 2030.
exemption pour les petites entreprises, moins de 10 personnes ou moins de 2 millions d'euros de CA. Et on a des autorités de contrôle désignées. Ça, c'est une grande nouveauté pour l'accessibilité numérique. Répression des fraudes, Banque de France, l'autorité des marchés financiers, l'ARCOM, etc. Il y a plein d'autorités qui ont été désignées pour réaliser des contrôles sur ces obligations-là. Et ça, c'est super parce que c'est un levier pour forcer la mise en application. Pardon, je suis passée vite, mais j'ai terminé. Vous retrouverez tout ça dans le support partagé. Voilà, je redonne la main. Merci. Du coup, on peut passer s'il y a des questions. Hop. Je crois qu'il y a eu Dans le chat, en effet. une question dans le chat. Je remonte. Le score n'inclut pas les non applicables. Oui, non, pas du tout. Le score, il se calcule sur l'ensemble des critères applicables uniquement. Donc, non conformes et conformes. C'est un pourcentage de critères conformes sur l'ensemble des critères conformes plus non conformes. Les non applicables, ils sont sortis du calcul du taux de conformité. Sinon, ça serait compliqué. Voilà, c'est pas une erreur qu'un critère soit non applicable, du coup. Ça peut pas impacter. Merci. N'hésitez pas à prendre la parole. Là, on a quelques minutes si vous souhaitez poser des questions. Profitez-en. C'est clair, franchement. Alors, est-ce que c'est Jean-Claude, vous souhaitez prendre la parole? Non, je disais que c'était clair, donc... Ah, pardon. J'ai une autre, merci. J'ai une autre question dans le chat. Que pensez-vous des outils de conformité style Lighthouse Accessibilité? D'accord, je suis bien. Ce sont des outils automatiques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Lighthouse, c'est un outil embarqué dans le navigateur Chrome, si je ne dis pas de bêtises, qui permet de faire du test automatique sur de l'accessibilité numérique. On a quelques-uns comme ça, des outils de test automatique. Alors, j'ai pas forcément d'avis, il faut juste connaître les limites des outils automatiques. Si vous êtes dans le test, vous pouvez, ceux qui sont dans le test savent très bien la limite des outils automatiques. Donc, il faut savoir que ça a une limite, ça permet de relever des erreurs qui sont automatiquement détectables et décidables. Nous, sur le référentiel, les critères d'accessibilité, alors c'est une évaluation au doigt mouillé, je n'ai pas de vraie étude là-dessus, mais on estime qu'il y a quelque chose comme 20% des critères d'accessibilité qui sont décidables automatiquement. Après, ça peut permettre de relever des flags et des erreurs, etc. Voilà, il faut juste connaître la limite. C'est intéressant pour faire du debug rapide, par exemple, quand on est en développement ou ce genre de choses. Mais en tout cas, ça ne peut pas remplacer un vrai audit d'accessibilité qui est une activité qui reste toujours une activité assez artisanale, malgré tout. J'ai une autre question, excusez-moi. Est-ce que ce score, il peut être fait en auto-évaluation avec le kit qui est mis à dispo par le gouvernement, ou est-ce que quand il est sur un site officiel comme ça, il doit être fait par une instance mandatée en qui on peut avoir, entre guillemets, une confiance officielle? Il n'y a pas d'obligation de passer par une quelconque société. Il n'y a pas de validation des prestataires d'audit d'accessibilité numérique en France. Donc, théoriquement, oui, tout le monde peut faire un audit. La déclaration d'accessibilité, c'est de l'autodéclaration. Vous n'êtes même pas obligé de dire qui a réalisé l'audit sur la déclaration. Vous dites juste, on a réalisé un audit. Et après, voilà, il n'y a pas d'obligation de citer la société qui l'a faite, etc. Donc oui, ça peut être fait sans passer par une société externe, bien sûr. Donc, un audit qu'on aurait fait en interne aurait tout à fait la valeur. Et là, le score qu'on a, on pourrait le publier sur notre site sans plus de... Okay. Après, tout ça, ça se fait toujours dans une démarche honnête, c'est-à-dire que faire un audit d'accessibilité, ça ne s'invente pas. Donc, ah oui, ouais, voilà, non, mais voilà. Je parle même pas de malhonnêteté, je parle de méconnaissance en fait. Oui, voilà, c'est ça. En fait, les niveaux de formation peuvent varier et on peut mettre en non applicable quelque chose que simplement on ne maîtrise pas. Bien sûr, mais je parlais pas non plus de malhonnêteté. En fait, honnêteté, c'était pour dire, voilà, c'est une démarche honnête dans le sens, j'ai appris le sujet, je fais un audit. Mais oui, n'importe quelle société peut internaliser ses audits pour réaliser ses déclarations d'accessibilité. Il n'y a pas, voilà. Il n'y a rien là-dessus, il n'y a rien qui oblige à rien. Ouais. D'accord. On a Tiffany qui complète en disant, mais du coup, quelle est la valeur de l'audit?
Quelle est la valeur de l'audit? C'est pareil, ça participe d'une des. Quelle est la valeur de l'audit? La valeur de l'audit, elle a celle de la société ou de la personne qui l'a fait, effectivement, hein, puisque plus vous allez faire votre audit par quelqu'un de compétent et meilleures seront les remontées. En tout cas, ce sera plus fin en termes de remontées, en termes de justesse. Voilà. Après, effectivement, si c'est fait par quelqu'un qui n'est pas compétent, il y a assez peu de valeur. Voilà, je ne sais pas trop en fait quoi répondre à cette question. Voilà. On peut être tenté de mettre souvent du non applicable, hein. Je cite ce qu'elle continue d'écrire. Après, vous pouvez prendre la parole, hein, Simon. Mais ça, c'est plus par méconnaissance, j'imagine, de l'évaluation que par volonté de biaiser un résultat. Oui, bonjour. Oui. Excuse-moi. Oui, je prends la parole. Non, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Effectivement, j'ai été un petit peu voir. Alors, moi, je suis au service marketing, donc je ne suis pas directement liée, mais je travaille pour un éditeur de logiciel. Effectivement, il y a les critères de l'ARA, enfin, le site internet fait par l'État. Il me semble que c'est ARA. Voilà. Et j'ai comparé avec d'autres outils où, par exemple, comme le Lighthouse dont je parlais tout à l'heure, il y a un pourcentage, je ne sais pas, les couleurs, il y a des ratios, enfin, il y a des critères, c'est 95, enfin, il y a du poids en fonction des critères. Enfin bref, il y a un petit peu de tout et j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout. Et en plus, si on peut le faire en interne, sachant qu'on peut mettre des non applicables parfois, enfin, je ne sais pas le résultat, quelle est la valeur. Et je pense qu'on peut un peu jouer avec, effectivement, si on manque un peu d'honnêteté ou si on est mis en difficulté pour avoir un résultat assez positif comme il est attendu. Voilà. Et je me dis que s'il y avait une antenne un petit peu extérieure, ou en tout cas, effectivement, si on devait faire appel à des cabinets officiels, ça aurait un peu plus d'objectivité. Voilà. Il n'y a pas d'obligation dans la loi par rapport à ça. Après, c'est vrai que c'est plus une démarche honnête. Faire des audits internes, ça amène pas forcément à faire des audits biaisés, hein. Si les gens sont formés, si on respecte les principes aussi de l'indépendance de l'auditeur ou de l'auditrice, c'est-à-dire que celui qui audite, c'est pas celui qui a développé le projet, parce qu'on peut pas, c'est difficile d'être jugé parti. Ce genre de choses. Donc, mais non, il n'y a pas d'obligation. Et du coup, si ce n'est pas les développeurs, du coup, ça serait qui? Enfin, vous verriez qui si ça doit être internalisé? Quelqu'un qui est spécialisé. Nous, on a des auditeurs chez Access 42, auditrices qui n'ont jamais développé de site internet de leur vie. D'accord, mais du Ils coup, connaissent la plutôt. sémantique HTML, mais qui n'ont pas du tout de passé de développeur. Donc, ça peut être quelqu'un qui est formé, dédié à l'évaluation de l'accessibilité numérique, sans forcément être un développeur ou développeuse chevronnée. Ce n'est pas D'accord, ok. indispensable. D'accord, merci. Je vous propose qu'on poursuive pour pouvoir avoir les autres intervenants qui puissent intervenir. Il y a quelques questions encore dans le chat. Audrey, Je peux répondre dans le chat je vais directement. répondre directement. Voilà, comme ça, Allez, on ça peut marche. avancer. Si on a encore du temps à la fin, on peut poursuivre. Je laisse la main du coup avoir le témoignage d'un éditeur, donc ES2I, qui va vous parler de ce qu'il a mis en place en termes d'accessibilité sur leur logiciel. Oui, Frédéric bonjour. Pellet, qui est directeur recherche, innovation et développement chez ES2I, faire cette intervention. Merci beaucoup. Bien écoutez, merci pour cette invitation. Bon, je passe après une présentation qui a été extrêmement complète, donc je vais me focaliser sur la partie vraiment retour d'expérience, sur la partie développement et sur la partie technique. Alors, juste, alors est-ce que j'arrive à faire passer les slides? Ça, c'est autre chose. Oui, Ah, c'est bon. voilà, ça y est. Yes. Donc, on est une société où je voulais d'abord commencer par vous présenter un tout petit peu les solutions pour une raison simple, c'est qu'on est confronté, nous, à toute forme de handicap. Donc, nous, l'objectif de l'audit sur la partie RGA, c'est pas de tricher, c'est tout simplement, on fait de la gestion d'accueil du public. Donc, comme on reçoit tout type de visiteurs avec toute forme de handicap, et qu'au final, ce que nous, on doit faire, c'est mettre en relation un visiteur avec un agent, on doit faire en sorte que ce visiteur arrive à trouver son chemin dans cet espace d'accueil. Et donc, on doit avoir des applications conformes et surtout des applications qui soient utilisables. Donc, pour ça, on est confronté à tout type de handicap. Donc, on a déjà été présenté par Access 42 juste avant. On a la partie handicap sur la partie matérielle, on a la partie handicap sur la partie smartphone, on a la partie handicap sur la partie web. Et aujourd'hui, le but, c'était vraiment de faire un focus sur la partie web et donc sur la partie RGA qui nous intéresse le plus.
Alors, au niveau de l'accessibilité, donc comme je voulais vous le présenter, en fait, nous, on a une interaction entre toute forme de problématique, puisqu'on a les bornes par rapport à tout ce qui est handicap PMR, donc personnes à mobilité réduite, où il faut que la borne soit à la bonne hauteur pour qu'ils puissent interagir avec la borne. Mais on a aussi du logiciel pour pouvoir accéder aux éléments du scénario. Donc, ça va être de la lecture en braille, savoir comment un aveugle fait au niveau de la borne pour pouvoir retrouver des informations. Ça peut être aussi des tickets qui soient lisibles ou accessibles pour les personnes. On a aussi tout ce qui est handicap auditif. Donc, une fois que vous êtes en entretien avec un agent, eh bien, comment on fait pour que l'agent puisse discuter dans les bonnes conditions avec un visiteur? On va avoir aussi toutes les personnes qui sont aveugles. Donc, nous, on travaille par exemple avec les aveugles de France pour voir comment faire pour trouver la borne dans l'espace d'accueil. Parce qu'avant d'aller sur la borne, il faut pouvoir la trouver. Et une fois qu'on est sur la borne, eh bien, il faut pouvoir discuter avec elle et interagir. On a la partie, alors je parlerai dans la partie RGA donc, qui vient à la fin, puisque c'est la partie donc, je voudrais faire le focus aujourd'hui. Mais on a aussi la partie électronisme. Et c'est un sujet qui malgré tout est vraiment pas simple du tout, puisque l'électronisme, c'est une forme de handicap. Alors, j'ai vu qu'Audrey en avait un tout petit peu parlé. C'est des personnes qui n'ont pas accès au digital ou très peu de connaissances dans le monde du digital et qui du coup essayent d'utiliser des outils numériques et c'est souvent pas simple pour eux. Donc c'est une autre forme de handicap un peu différente et nous, ben voilà, on est obligé de fournir des bornes avec une simplification. Et là, on rentre un peu dans le domaine de l'ergonomie et de ce qu'on appelle donc l'UX pour que les solutions soient les plus simples possibles à utiliser. Voilà pour la petite introduction. Alors, sur la partie RGA, voilà, le focus, c'est la plateforme d'édition logicielle, donc, qui est notre plateforme Orion, qui est une plateforme cloud qui est multi-cliente. Et nous, on a une particularité, c'est qu'on travaille beaucoup avec les administrations. Donc, aujourd'hui, pour elles, c'est un prérequis. Elles veulent que les solutions elles soient accessibles. Et donc, quand on a commencé à développer cette application, le RGA a fait partie quasiment immédiatement de la roadmap. Sauf que on a eu des choix à faire de notre côté, puisque forcément, quand vous êtes éditeur, vous développez beaucoup de modules. Vous avez des modules pour nous qui sont à destination du visiteur. On a des modules qui sont à destination des agents. Et on a des modules qui sont à destination évidemment des administrateurs qui vont configurer la solution. Et évidemment, transformer toute une application en RGA, c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux, extrêmement consommateur de temps. Et je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure du pourquoi c'est complexe. Et donc, nous, du coup, on a été obligé de faire un choix. Et donc, le choix qu'on a fait, c'est celui côté visiteur, évidemment, et aussi le côté agent, parce que maintenant, on a de plus en plus d'agents qui sont en situation de handicap et qui ont besoin de pouvoir utiliser la solution dans les meilleures conditions possibles. Donc, nous, parmi tous nos modules, on a fait des choix et on a mis l'accent vraiment sur la partie front, agent et visiteur. Parce que ça peut aller rapidement très, très vite dès qu'on veut faire les choses correctement et donc pas uniquement juste avoir un score applicable pour la solution. Non. Ah, j'ai perdu la main. Ah, ça y est. Donc, au niveau des développements réalisés, le petit exemple que je voulais montrer, alors c'était très difficile de vous montrer un exemple, puisque en fait, l'accessibilité, c'est un immense iceberg. Donc là, pour vous montrer, en fait, on va dire la partie visible de l'iceberg, nous, c'est sur la partie prise de rendez-vous en ligne, par exemple, où là, vous avez des couleurs, une personnalisation qui vont être choisies par le client. Donc là, ce n'est pas nous qui choisissons cette personnalisation. Vous allez avoir des couleurs. Donc là, sur la première page, vous avez la sélection du motif. Après, vous dites à quelle heure vous voulez prendre votre rendez-vous. Vous allez saisir vos coordonnées et puis vous avez le bilan de votre rendez-vous. Et sur cette page-là, vous voyez, il y a un bouton accessibilité qui est finalement la partie la plus facile de toute cette page, avec des paramètres de contraste renforcé où on va faire sauter toutes les couleurs pour que quelqu'un en situation d'handicap visuel va pouvoir utiliser cette page, ou quelqu'un qui souffre de dyslexie, donc un trouble cognitif, où là, on va adapter. Donc, c'est une police spéciale, alors je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, qui va permettre à quelqu'un de dyslexique de pouvoir utiliser la solution. Sauf que pour arriver jusque-là, c'est quelque chose qui est assez complexe puisque
finalement, le bouton accessibilité qui se trouve en haut à droite de l'écran, il faut pouvoir y accéder soit avec le clavier, soit uniquement avec la souris, soit il va falloir que quelqu'un avec un lecteur d'écran puisse trouver ce bouton-là parce qu'il est aveugle. Donc, il va falloir qu'il y ait des éléments contextuels dans cette page qui permettent à un lecteur d'écran de retrouver le bouton. Donc, ce sont des choses qui peuvent paraître assez simples, mais qui du coup deviennent très difficiles si vraiment on veut faire les choses correctement. Parce qu'il va falloir structurer chaque élément visible avec des balises et se mettre dans la position de la personne en situation de handicap. Et c'est ça qui est le plus difficile pour les développeurs. Donc nous, chez nous, par exemple, en interne, on a fait le choix d'avoir quelqu'un qui s'est spécialisé là-dedans parce qu'il faut vraiment se dire que chaque fois qu'un développeur va faire une modification sur cette page, ça va avoir un impact sur l'utilisation. Et donc, on a aussi un travail à faire entre les designers d'un côté, le développeur et finalement le client, puisque c'est un jeu à 3 qui est en train de se faire quand on est éditeur, où je me mets dans la position de la personne en situation de handicap. Et quand vous faites par exemple le choix de mettre un logo ou une image sur une page web, eh bien, le problème d'un logo, c'est que quelqu'un qui va voir le logo va comprendre une information, mais la personne qui est aveugle, elle ne voit pas le logo. Donc, ça veut dire qu'il va falloir rajouter des informations non textuelles qui sont traduisibles en vocal pour une personne qui va être dans cette situation-là. Et il faut oublier personne. Et c'est ça qui est difficile, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde est concerné et tout le monde va être atteint par la page web qu'on est en train de proposer. Donc moi, l'exemple qui est le plus frappant, c'est que nous, on a eu une politique pendant un moment qui était de mettre des logos partout. Ben, le problème du logo, c'est que c'est un vrai problème parce que derrière, il va falloir rajouter des éléments avec une description détaillée pour que la personne qui ne voit pas le logo, elle soit capable de comprendre ce logo. Donc, l'accessibilité, pour moi, c'est vraiment une notion de conception alternative en fonction du handicap. Et n'oubliez personne, c'est quelque chose qui est vraiment pas simple. Autre chose qui va être vraiment primordial dans la partie développement réalisé, c'est les choix des composants graphiques. C'est vrai que quand on fait par exemple des rendus de liste, si jamais vous faites une combo box, bon, ça c'est très bien, mais la personne qui ne voit pas la combo box, il faut lui trouver un moyen de pouvoir accéder aux différents choix possibles. Donc, il y a des directives qui existent pour implémenter et de simuler des listes de choix à des utilisateurs et ceux qui sont non-voyants, par exemple. Mais dès que vous avez utilisé certaines technologies ou certaines briques, eh bien, parfois, les directives d'accessibilité ne sont pas prises en compte. Et donc, le choix du composant graphique, eh bien, vous ne pouvez plus l'utiliser. Ensuite, donc, alors, je ne vais peut-être pas y revenir dessus parce que Audrey en a beaucoup parlé, c'est le standard du W3C. Beaucoup de composants et de frameworks qu'on va utiliser, des librairies externes, vont s'appuyer sur le W3C. Sauf que le W3C, c'est moins opérationnel. Et il y a le RGA qui vient surcharger cette norme. Donc, comme des fois, le RGA est plus contraignant, eh bien, il faut souvent s'appuyer plus sur le RGA que le W3C pour avoir quelque chose qui soit vraiment opérationnel. Et ça, pour les développeurs, ça peut poser problème, notamment quand il s'agit de trouver les librairies externes. Pour nous, c'est vraiment le plus gros des problèmes. C'est vraiment d'arriver à trouver les librairies externes qui, répondent au design d'un côté, mais qui, en plus, respectent les standards et du W3C et du RGA. Alors, des exemples, nous, par exemple, on utilisait du Angular matériel, et bien dedans, il y avait du code qui était non valide. Alors, il y a eu par la suite la pression de la communauté qui a demandé à Angular de faire des adaptations pour que ça réponde à ce code-là. Mais il y avait du code qui était non valide, et donc du coup, nous, quand on a voulu adapter certaines parties de notre interface à la norme RGA, ce n'était pas possible. Pas possible avec ce composant-là, en tout cas. Ensuite, alors, le plus difficile pour les développeurs, c'est le test en aveugle. Ça, c'est pour nous l'exercice qui est le plus délicat. Il faut arriver à utiliser un lecteur d'écran de façon à ce qu'un utilisateur non-voyant puisse avoir autant d'informations que le visiteur valide. Et ça, c'est quelque chose qui est le plus délicat, en tout cas pour la partie développement. Donc, en conclusion, le problème de l'accessibilité, c'est que si on regarde juste la démo que je vous ai fait, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'assez facile, mais en fait, il y a beaucoup de code. Et ce qui va être le plus contraignant, ce sont vraiment ces librairies externes et les frameworks qu'aujourd'hui on utilise tous pour développer. Si elles n'intègrent pas ces directives dans leurs composants, il va falloir adapter ce code, adapter les briques, et c'est là où le développement peut parfois être parfois très lourd. Voilà. Alors,
moi, j'ai juste je vais reprendre un petit peu des éléments qui ont été dit dans la présentation avant. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être multi-équipe. Il faut que vraiment tout le monde soit sensibilisé. Si le designer UI UX n'est pas sensibilisé à la partie RGA, ça va vite devenir compliqué, notamment dans le maintien de l'application. Parce que vous avez plusieurs développeurs qui vont faire des modifications, qui vont suivre les maquettes, et puis une fois qu'il va falloir rendre compatible cela, une fois que les choix techniques ont été faits, ça devient très difficile de revenir en arrière. Et ça, c'est quelque chose qui par exemple, nous a coûté très cher. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré dans la démarche. Aujourd'hui, dès que les stories sont rédigées par les PO, qu'est-ce qui va se passer sur l'accessibilité une fois qu'on a fait ces modifications-là? Il y a aussi beaucoup de critères à respecter. Et surtout, il faut comprendre à quoi servent ces critères. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et donc, même quand on l'a dans une démarche globale au niveau de la roadmap, eh bien, on a des compromis à trouver entre ces contraintes d'accessibilité, le design, et puis surtout aussi des clients qui nous demandent une certaine personnalisation et qui, des fois, n'est pas compatible. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on se retrouve avec des clients qui nous disent « Ah, mais moi, je veux être RGA full conforme, mais je veux aussi des couleurs, des boutons, je veux faire ceci, cela. » Et ça, voilà, c'est un compromis à trouver entre toutes ces personnes. Et voilà, et nous, alors nous, comme je vous le disais, nous, le but, c'est pas d'être compatible pour le plaisir d'être compatible, c'est que nous, on a une vraie contrainte derrière que nos utilisateurs puissent utiliser nos solutions. Et donc, nous, on est passé par un auditeur externe donc, qui était Access 42 pour une raison simple, c'est que derrière, on voulait avoir aussi des conseils sur l'utilisation des solutions. Et nous, aujourd'hui, par exemple, sur la conformité RGA, c'est assez disparate, vous voyez, parce que nous, au niveau de nos scores, on a obtenu, donc maintenant, on est un peu plus haut, on est à 83%, mais ça a été un travail qui a duré de longs mois pour arriver à atteindre ce score-là. Donc, pour avoir une compliance totale sur une application web, si on ne l'a pas pris en compte dès le départ, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment pas simple. Voilà. Et si vous avez des questions, évidemment, ce sera avec plaisir. Et du coup, je te rends la main, Angélique. Merci, merci Frédéric. Comme sur le timing, on est un petit peu court, je vous propose de poser vos questions par écrit et puis de poursuivre avec du coup le retour d'expérience du SICOVAL. Et puis si on a un peu de temps à la fin, de poser vos questions à l'oral tout à la fin pour les 2 présentations qui auront eu lieu. Du coup, Juliette, maintenant on passe du coup au témoignage du SICOVAL avec Juliette No, qui est Community Web Manager pour le SICOVAL. Juliette, c'est bon, vous avez la main. Bonjour à tous et à toutes. Donc, en effet, je travaille au SICOVAL et je suis en charge de la communication numérique. Donc, le SICOVAL, c'est une collectivité locale qui regroupe 36 communes et 80 000 habitants. Donc, en effet, parmi ces 80 000 habitants et tous nos utilisateurs quotidiens, on se doute qu'il y en a un certain nombre qui ont besoin que notre site soit conforme. Donc, je vais vous décrire un petit peu aujourd'hui la façon dont on a conduit le projet et dont on a intégré l'accessibilité sur cette conduite de projet avec du coup le regard du chef de projet en interne. Donc en fait, on a fait une refonte complète de tout notre écosystème digital en 2021-2022 et donc notre site web date de février 2022. On a du coup un site institutionnel, un site dédié à l'attractivité économique et un site touristique. Et donc, dans ce projet global qui avait de multiples facettes, l'accessibilité, c'était un des points importants. Donc, il y en a eu d'autres, mais ça faisait partie des critères importants pour nous. Et donc, on a audité le site à l'issue du projet et on a atteint, donc, parmi le référentiel dont on parlait Audrey et Frédéric, un taux de 88%, qui est aujourd'hui considéré comme assez exemplaire parmi d'autres références dans le domaine des collectivités territoriales, parce que tout le monde est un petit peu à la traîne, il faut le dire. C'est en train de bouger. On voit que là, depuis quelques mois, tout le monde s'affole sur le sujet et cherche aussi à mieux connaître la norme et comment se faire mieux accompagner. Donc, c'est bon signe et c'est positif parce que ça va assez vite évoluer et notamment aussi avec la nouvelle directive européenne qui va sans doute apporter plus de contraintes. J'essaie de... Pas évident de bouger les slides, ça a réagi. Donc, en fait, rapidement, pourquoi l'accessibilité pour nous, c'était important? En fait, on est assez engagé politiquement depuis longtemps en faveur de l'inclusion numérique.
Donc, quand on parle d'inclusion numérique, l'accessibilité, c'est indispensable. Et le souhait, c'est vraiment d'être exemplaire en tant que collectivité et d'essayer ensuite, autour de nous, d'embarquer des entreprises, des associations, nos partenaires. Il y avait aussi, comme disait Audrey, le respect du cadre légal. Il y a une réglementation qu'on se doit de respecter. Il y a des sanctions financières qui, pour nous, communauté de communes de plus de 5 000 habitants, peuvent aller jusqu'à 20 000 € par an et par site, sachant qu'on a plusieurs sites web et plusieurs applications. Voilà, si une sanction tombe, il vaut mieux mettre en conformité son site. Et puis, ça, c'est important de le dire, c'est indispensable pour les personnes en situation de handicap, mais en fait, ça va apporter du confort d'utilisation pour l'ensemble des publics. Donc, si on prend quelques exemples, pour respecter le RG2A, sur les vidéos, par exemple, il faut prévoir des sous-titres et des transcriptions textuelles. Si on consulte la vidéo dans un lieu bruyant, c'est utile d'avoir du sous-titrage et de la transcription textuelle. Pareil, si je me balade avec mon smartphone et que je consulte un site web et qu'il y a une lumière assez vive, parmi les critères du RG2A, il y a le respect des bons contrastes de couleurs. Ça va être utile que mon site ait respecté ces référentiels-là, même si je ne suis pas dans une situation de handicap. Et pareil, il y a une bonne hiérarchisation des contenus qu'il faut respecter. Ça offre un confort et une information plus lisible pour tous. Et puis, il y a plein d'autres avantages, comme par exemple, pas mal d'impact sur le référencement également. Donc là, je ne vais pas revenir dessus parce que Audrey a décrit un petit peu quels étaient les critères. Il faut en fait avoir en tête qu'il y a des critères qui peuvent être considérés comme techniques et qui, du coup, vont être portés côté développement et graphisme. Mais il y a aussi pas mal de critères qui concernent l'éditorial. Donc, par exemple, nous, tout l'éditorial, on l'a internalisé. Ça a fait partie aussi du travail et du coup, qu'il faut prendre en compte en termes de temps de travail et puis d'impact sur le planning, parce que c'est des éléments qu'il va falloir aller apporter sur chaque page au niveau des images, des vidéos, etc. Donc là, c'est pareil, d'autres exemples, des contrastes de couleurs suffisamment élevés, des scripts qui sont contrôlables, de l'information qui n'est pas véhiculée uniquement par la couleur, et fournir des alternatives quand les captchas sont visuels. Donc ça a été déjà dit, mais c'est vrai que nous, ce qui s'est superbement bien passé, c'est que l'accessibilité, elle était importante pour tous les acteurs du projet, que ce soit en interne et avec l'agence qui nous a accompagnés, et aussi à chaque étape. En effet, plus une erreur, plus du coup l'accessibilité est prise en compte au début du projet, moins ça sera coûteux et plus ça sera facile finalement que l'audit soit bon à la sortie et qu'il n'y ait que des corrections minimes à apporter pour avoir le meilleur taux possible et apporter la meilleure expérience utilisateur. Quand on parle du coup de cette sensibilisation-là, c'est les acteurs en interne qui doivent être sensibilisés, formés. Ça peut paraître complexe, mais il existe un certain nombre d'organismes de formation et de documentation, notamment de la DINUM, qui sont assez intéressantes pour une première approche. Et puis après, des organismes de formation comme Access 42, qui permettent assez vite quand même de comprendre le sujet. Pour moi, ça a été aussi important de sensibiliser toutes les personnes qui vont contribuer sur le projet, notamment aussi les décideurs. Comme le disait Frédéric, il va y avoir des choix à faire en termes de graphique et de fonctionnalité versus l'accessibilité. Et donc, voilà, quand on fait valider des maquettes graphiques, etc., il y a des choses sur lesquelles il faut rogner en termes d'expérience utilisateur ou de graphisme, ou en tout cas alléger pour être bon en accessibilité. Donc, c'est aussi important de sensibiliser les personnes qui vont prendre des décisions sur le projet. Et puis ça, c'est essentiel, mais les contributeurs, parce que souvent, ils sont plusieurs sur un gros site web, et donc il faut former toutes les personnes qui contribuent potentiellement sur le projet. Ensuite, quand on se fait accompagner pour la conduite du projet et bien sûr l'audit, choisir un prestataire qui maîtrise l'accessibilité, mais surtout en effet que ce soit vraiment les différents métiers qui la maîtrisent, le chef de projet, la partie UX, UI, les web designers, les développeurs, pour que vraiment chaque étape soit conforme et qu'il y ait un suivi global. Voilà, nous, on s'est fait accompagner par l'agence Stratis, qui à la fois, du coup, conçut le site avec nous, et donc, en fait, leur expert RG2A a supervisé les équipes en mode agile sur l'ensemble des étapes. Et c'est également eux qui ont fait l'audit à l'issue de la mise en ligne du site.
Là, c'est pour rappeler un petit peu, en fait, quand on parle des différentes phases, c'est vraiment l'ensemble des phases, c'est-à-dire dès le cahier des charges et la préparation du budget, nous, il y avait un chapitre entier dédié au RG2A qui expliquait quelles étaient nos attentes dans le détail de ce qu'on attendait à la sortie avec des choses contraignantes. Dans la phase d'appel d'offres, parmi les critères techniques et financiers, et donc le critère technique, il y en avait un certain nombre, mais un des critères, c'était aussi le RV2A. Et on a vu en phase d'appel d'offres assez rapidement que certains connaissent bien le référentiel et d'autres moins bien. Et puis après, il y a la partie conception du site sur le volet technique, et puis la production des contenus sur le volet éditorial, comme je l'ai dit, qui nous a été parallélisé parce qu'on avait un planning assez serré. Donc ça va concerner à la fois du coup le prestataire, mais ça peut être aussi les équipes en interne sur le volet éditorial. Ensuite, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en ligne le site parce qu'on avait vraiment un calendrier serré. On a affiné la partie éditoriale, notamment sur l'accessibilité, et qu'on a en fait fait réaliser l'audit 1 mois après la mise en ligne. Le but, c'était de faire ça correctement, quitte à ce qu'il y ait 1 mois de délai. Donc souvent, ça se passe comme ça. Il y a du coup un score après le premier audit. On peut faire une campagne corrective. Donc nous, on est revenu sur des correctifs techniques et éditoriaux que relève l'audit sur les pages échantillonnées, mais on a essayé de... on l'a fait aussi sur les autres pages. Et après, du coup, un audit de contrôle avec une note définitive et les déclarations de conformité qu'il faut publier. Et là, du coup, qui a donné ce score de 88%. Donc, pour vous donner une idée, c'était à peu près 10% le RG2A du budget total de conception. Donc, c'est quand même non négligeable, même si c'est très important. Et ça, c'est important aussi d'avoir en tête le fait que pour les éléments qui vont concerner l'éditorial, dans le planning et la charge de travail des équipes, c'est important d'y consacrer du temps comme d'autres volets du projet. Alors ça, c'est une slide qui est un peu dense, mais qui en fait, pour conclure ce sur quoi, un peu nous, où on en est aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de garder en tête que l'audit, ce n'est pas une fin en soi, c'est le taux de conformité à l'instant T lors de l'audit, et qu'il faut s'inscrire dans la durée. Donc l'idée, et ça c'est un travail du quotidien, c'est qu'à chaque saisie de contenu, il faut que les bonnes pratiques d'accessibilité elles soient respectées et validées. Dès qu'on met en ligne une infographie, une vidéo, et même quand c'est urgent et qu'il faut que ce soit tout de suite maintenant pour relayer, etc., il faut prendre ce temps-là. Comme ça a été dit aussi, les nouvelles fonctionnalités, le site il est vivant, donc on développe des nouvelles fonctionnalités régulièrement, veiller à l'accessibilité de ces fonctionnalités-là. Et puis toute la partie document PDF qui n'est pas une mince affaire, sur laquelle nous, c'est un peu le point noir pour l'instant. Et normalement, il faut rendre accessible aussi les documents PDF en téléchargement. Nous, pour vous dire, on a fait tester il n'y a pas si longtemps que ça le site à un panel de personnes en situation de handicap, et c'était super intéressant parce qu'elles ont remonté un certain nombre de points qui nous ont permis de corriger, et on est encore sur ces corrections-là, pour améliorer encore. Voilà, nous, on accompagne les communes aussi sur le développement, le déploiement de sites web, et donc on les sensibilise sur l'accessibilité. Et puis, on est en train de travailler sur ce schéma pluriannuel sur 3 ans, qui fait aussi partie de la réglementation et qui est un peu la feuille de route pour qu'est-ce qui va se passer ensuite et quels sont les moyens qu'on déploie. Et le but, c'est de mettre en conformité nos autres sites web et applications dans les semaines et mois et peut-être années qui viennent. Voilà. J'avais mis du coup, si vous demandez du coup les slides, des exemples de sites qui sont totalement conformes. Donc, il y a un certain nombre de sites gouvernementaux. Il y a le site de Grenoble-Alpes Métropole qui est aussi une référence intéressante. C'est un site web assez intéressant qui a été mis en ligne récemment et qui est 100% conforme pour le coup au RG2A. Donc, il y a une page où ils décrivent assez bien la démarche. C'est intéressant d'aller y faire un tour. Voilà. J'ai fait un peu vite parce qu'on était pris par le temps, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Super, merci Juliette. Du coup, il nous reste quelques minutes pour que vous puissiez prendre la parole et poser vos questions aux intervenants. Si vous avez des questions sur le témoignage de Frédéric, de SDI ou de Juliette, ou des questions aussi pour Audrey. En complément, excuse-moi Angélique, du témoignage de Fred, en attendant une question. Je vais juste rajouter par rapport à la discussion qui était sur les auto-évaluations et du coup la pertinence de ça. Nous, on a eu pour la première fois l'an dernier, on a perdu un marché
Alors bon, je vous rassure, ce n'est pas la première fois qu'on perd un marché, mais on a perdu un marché sur ce critère de conformité aux normes RGA, donc le marché d'un ministère en l'occurrence, un gros marché, où ils avaient mis donc la conformité au RGA comme étant un critère vraiment très important. Et malgré les efforts que Fred a décrits tout à l'heure, alors on en a refait depuis, mais on a été second sur ce critère par rapport à une start-up qui avait effectivement directement intégré, comme ça a été expliqué, le RGA pour même atteindre un taux très proche de 100%. Et du coup, c'est le client, là, en l'occurrence, qui a vraiment fait la démarche de tout tester, de vérifier un certain nombre de choses et qui, au final, a attribué sa note. Donc, il ne s'est pas du tout basé sur ce que chacun pouvait déclarer, mais il a attribué sa note, il a fait toute une démarche de test et il a choisi effectivement celui qui a été numéro 1 sur ce critère-là. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez concret et ça nous motive aussi, dans la roadmap, à prioriser des choses là-dessus. Et la note qu'il a attribuée correspondait à la note que chacun s'était auto-attribuée ou... Alors ça, on n'a pas su. En fait, c'est paradoxal parce que en fait, déjà, quand je vois le Sicoval avec 88%, félicitations pour avoir obtenu les 88%, parce que c'est quand même pas simple. Si vous le faites en auto-évaluation, effectivement, forcément, vous pouvez dire que vous êtes 100% conforme. C'est là où c'est un peu le problème de la règle. Nous, comme on est passé par un auditeur externe, parce que, encore une fois, nous, le but, c'était vraiment que les utilisateurs pouvaient le faire. C'est le client qui a fait sa propre auto-évaluation de l'usage et qui, du coup, s'est fait un avis sur la partie accessibilité. C'est sûr que quand on voit un pourcentage de, je ne sais plus à combien on était à l'époque, à 77% de conformité, on peut se dire que c'est faible. En fait, non, c'est pas si faible que ça. Et après, ça dépend de comment lui va percevoir après l'accessibilité, comment il va l'utiliser et comment il va évaluer les rapports. Encore une fois, c'est de l'auto-évaluation. Donc, chaque personne va pouvoir, comment dire, se fait son propre avis après sur la valeur de cette conformité. J'ai répondu dans le chat à la question qui était posée, mais effectivement, pour ne pas le citer, c'est le ministère des Affaires étrangères. Et le cadre qui servait de référence, c'est le design système de l'État, donc que Audrey a mentionné. Voilà. Qui rajoute encore des niveaux de compatibilité supplémentaires par rapport à ce que la norme RGA impose, ou préconise. Merci. Après, pour compléter, en phase d'appel d'offres, c'est important de questionner les entreprises qui répondent sur la méthode. En fait, on voit assez vite du coup de quelle manière elles vont intégrer l'accessibilité, demander des CV, les certifications aussi des personnes qui peuvent participer au projet, et puis des références, voilà, pour voir un petit peu la maîtrise de l'accessibilité côté développement et conduite de projet. On a une question dans le chat. Est-ce qu'un score de 88% engendre que 12% de la population ne peut pas accéder au site? Ben non, je vais laisser Audrey répondre. C'est bien plus complexe que ça, mais... Non, Ouais. non, absolument pas. Ça pourrait vouloir dire qu'il y a 90% de la population handicapée qui ne peut pas accéder au site. Hein. Si on a des critères hyper bloquants, on pourrait avoir un score de 90% de conformité avec un critère non conforme, notamment on a un critère qui est sur le piège au clavier. Un piège au clavier, je navigue au clavier et le focus est capturé et l'utilisateur clavier ne peut jamais en fait naviguer dans la page. Okay, donc je pourrais avoir 90%. Donc non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. On ne peut pas l'évaluer en fait. On ne peut pas l'évaluer parce que les critères en plus ne sont pas catégorisés par type de handicap. Ce serait impossible. Et puis non. Comment s'appelle la norme d'accessibilité pour les portables? Les applications mobiles? Oui, okay. Je suppose. Alors la norme, c'est je vous l'écris parce qu'elle est compliquée. En France, on va se référer à la norme EN 301-549, qui est la norme européenne, qui contient une partie dédiée à l'évaluation des applications mobiles. Et le Grand-Duché du Luxembourg, c'est ce que je vous ai dit,
a réalisé, du coup en collaboration avec Access 42, le RAM, qui est le référentiel d'évaluation des applications mobiles. Du coup, qui prend la norme européenne, parce que je crois que c'est, quelqu'un l'a dit avant, hein, la norme, c'est la norme, quoi. C'est assez peu opérationnel et on fait des tests, on fait des critères avec des tests utilisables et réalisables dans ce référentiel-là. Ouais, merci pour le lien. Et pour les progiciels, il n'y a pas de référentiel particulièrement. C'est un mélange entre le RG2A en France et puis des obligations qui font partie de la norme européenne EN 301-149 qui ont des attendus particuliers. Par exemple, on va retrouver des critères qui sont dédiés à l'évaluation des systèmes de visioconférence, au système d'outils d'édition de contenu, etc. Il y a plein d'autres requis qui sont présents dans la norme européenne qui ne sont pas dans le RG2A, mais du coup qui sont dédiés à un certain type d'interface aussi. Donc voilà, dès qu'on atteint des outils un peu plus complexes, il faut mêler un peu les deux. Ça fait beaucoup de choses. Alors moi, j'ai une question indirecte. Quelqu'un qui n'a pas bien compris comment on établit le score d'accessibilité. Est-ce que c'est en répondant aux questions de test des 13 thématiques? Oui. Du coup, je prends la question. Donc oui, en fait, on prend tous les critères, on donne un état à chaque critère, conforme, non applicable, et c'est le calcul de tout ça qui donne un taux de conformité. Je vois qu'il y a une histoire, quelqu'un nous dit il n'y a pas de pondération, donc non, il n'y a pas de pondération dans les critères, il n'y a rien. Un critère, il est évalué non conforme sur un échantillon de 15 pages à partir du moment où on a une erreur sur une page. Donc sur le critère des images, je peux avoir 14 pages où les images sont bien implémentées. J'ai une page où j'ai une alternative qui n'est pas conforme. Le critère, il est non conforme pour l'échantillon. Donc c'est assez strict, mais bon, au moins, c'est ce qui rend la mesure de la conformité fiable. C'est qu'il n'y a justement pas de pondération dans laquelle pourrait peut-être, c'est dur en fait à systématiser et puis à normaliser, qui pourrait donner un biais aussi à ce calcul du taux de conformité. Même si, encore une fois, comme vous l'avez dit, ce n'est pas une fin en soi. Mais il n'y a pas de pondération, zéro pondération. Le choix des pages est libre. Écoutez, alors, je vais faire une formation. Alors non, oui, le choix des pages n'est pas libre. Il y a le RG2A. Je vous donne le lien du RG2A parce qu'il y a une documentation qui est vraiment bien faite, hein, qui est toute la section de la méthodologie technique, évaluation de la conformité à la norme. Voilà, dans cette page-là, mais toutes les pages qui sont autour du référentiel technique sur le site du RG2A sont bien écrites. Il y a vraiment tout qui est décrit, notamment sur la méthodologie de mise en place de l'audit, comment je réalise l'échantillon. Il y a des pages qui doivent être présentes obligatoirement dans votre échantillon de pages pour qu'il soit considéré comme valide au moment de la publication de la déclaration. La page de contact, la page des mentions légales, la page d'accueil, puis toutes les pages qui représentent les processus en jeu dans le site web qui est évalué. Évidemment, si on audite un site de e-commerce, on va évidemment évaluer le process d'achat en ligne. Si on n'évalue pas ce process d'achat en ligne, la déclaration d'accessibilité n'a pas de valeur, puisque c'est l'objet du site. Merci Audrey. Raccourci, hein. Y a-t-il une version pour le logiciel? Il me semble qu'on a répondu déjà à ça. Oui, c'est un combo RG2A norme européenne. C'est RG2A plus la norme EN. Super. On a dépassé un petit peu le timing, mais bon, c'était pour les questions. Je crois qu'on est sur un bon sujet d'actualité et que on a eu beaucoup de questions. C'est que le sujet était bien pertinent. En tout cas, je remercie en tout cas nos intervenants d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire et puis à nos participants d'avoir répondu présent. S'il n'y a pas d'autres questions, évidemment, voilà, vous pouvez me demander la présentation par mail pour que je vous envoie. Puis vous aurez les contacts aussi si vous avez des questions après le webinaire. Il y aura un replay qui sera disponible aussi dans quelques jours. Vous pouvez aussi retrouver donc, sur notre plateforme donc digital-isfuture.digitalcentresse.fr tous les anciens, tous les précédents formats de la saison qui étaient dédiés à la transformation numérique pour le secteur public. Donc tous les replays vont être disponibles sur la plateforme. Pour l'instant, il y en a 3. Les autres vont arriver là dans les jours à venir. Et
Donc, à voir et à revoir. Et puis, on va démarrer à partir de septembre une prochaine saison de Digital is Future dédiée à la logistique, qui démarrera au mois de septembre. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions par mail ou quoi que ce soit sur ce programme. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée et puis un très bon appétit aussi. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au Merci, revoir. au revoir. Bientôt. Bonne journée.